Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Priscilla González. Priscilla avait 18 ans et elle se faisait une joie d'aller au bal des pompiers d'Estagel ce soir du dimanche 7 juillet 2019. Mais vers minuit, l'adolescente disparaît mystérieusement. Le lendemain matin, son corps meurtri est retrouvé dans le cimetière entre deux tombes. Que s'est-il passé ? Qui a pu s'en prendre ainsi à cette jeune fille ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Début de l'été 2019 dans un petit village du sud de la France. Il est un peu plus de minuit et des centaines de personnes font la fête au bal des pompiers. Dans une musique assourdissante, tout le monde danse et s'amuse. Partout, c'est la joie et la bonne humeur. Mais cette ambiance insouciante et festive va s'interrompre brutalement. C'est le point de départ d'une affaire criminelle hors norme qui va plonger la région tout entière dans la terreur. L'histoire commence dans le midi de la France, à mi-chemin entre les Pyrénées et le massif des Corbières. Estagel est une commune d'à peine 2000 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Perpignan. C'est un village traditionnel. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles. Comme on en a dans les Pyrénées-Orientales, avec sa place du village, son église, ses petites ruelles. C'est un village où il fait très chaud en général l'été. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant. Écrasé par le soleil, au milieu des vignes. Avec un petit restaurant, un petit bar, une petite épicerie. Pierre Alfort, avocat de la Défense. Le village français typique, tel qu'on peut le connaître. C'est ici, en Catalogne française, dans cette maison d'Estagel, que réside la famille González. Depuis le décès de son mari, Sophie González y élève toute seule ses 6 enfants. Mais elle peut toujours compter sur l'aide et le soutien de ses 2 meilleures amies, Isabelle et Rosette. Sophie, c'est le pilier de la maison. Isabelle Aguaviva, amie de la famille González. Et ils sont toujours été en fait très proches les uns des autres. Une maman agréable, maman qui aime ses enfants. Rosette Arassa, amie de la famille González. Qui adore ses enfants. Maman poule. Une famille nombreuse où Priscilla, la 4e de la fratrie, occupe une place à part. Une petite fille qui, malheureusement, voit le jour en 2001 avec de sérieux problèmes de santé, comme le raconte Sophie, sa maman. Elle a commencé à s'apercevoir de son handicap à l'âge de 2 ans, parce que Priscilla ne tenait pas assise, ni elle pouvait marcher, pas de force dans les muscles. D'après le kiné, Priscilla, pour lui, n'aurait jamais marché. Sophie González, mère de Priscilla. C'était une nouvelle assez dure pour nous et on ne pouvait pas se résigner à ça. Donc moi et son papa, on a donné beaucoup d'amour à Priscilla. Pour Sophie, l'issue de cette maladie n'est pas une fatalité. Elle fait tout ce qui est en son possible pour Priscilla. Danny González, son frère aîné, s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Ma mère, elle a tout fait en sorte
qu'elle puisse marcher. Dani González, frère de Priscilla. En la prenant avec un torchon pour l'apprendre à marcher. Et au bout de vers 4-5 ans, Priscilla a commencé à faire des petits pas. Le kiné avait vu une amélioration. Ça a été un combat difficile, mais qu'elle a réussi à faire parce qu'au jour d'aujourd'hui, elle marchait, elle rigolait, elle courait. Un grand moment de bonheur et de fierté pour Sophie et pour toute la famille. Même si, parvenue à l'adolescence, Priscilla reste encore une enfant très fragile. Priscilla avait un problème d'élocution aussi, elle bégayait énormément. Et on avait l'habitude de s'occuper d'elle constamment, quoi. On était tous très proches de Priscilla. Priscilla, c'était une enfant très 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 gâtée par ses frères et sœurs, par Sophie, sa maman. C'était des câlins, c'était des mamours. Ils étaient toujours derrière elle. C'est la princesse de ses frères et de ses sœurs et de sa mère. On est une famille très unie. C'était notre rayon de soleil à nous. Au printemps 2019, Priscilla vient d'avoir 18 ans. Et elle mène une vie presque normale d'adolescente. Dans les rues d'Estagel, tout le monde la connaît. C'était un amour. On arrivait, elle nous faisait des bisous. N'importe qui qu'elle croisait dans le village, c'était bonjour. Elle allait aider les petits vieux à porter leurs courses. Tout le monde aimait cet enfant. C'était une petite fille qui avait de la joie de vivre. Ainsi s'écoule la vie insouciante de Priscilla. Une famille des plus aimantes et cette joie de vivre à toute épreuve qui fait le bonheur des siens. Jusqu'à ce début d'été 2019. Ce dimanche 7 juillet, il fait grand soleil et il règne une atmosphère très particulière dans les rues d'Estagel. Sophie González, la mère de famille, n'est pas là. Elle est partie à Perpignan pour le week-end chez une amie. Mes enfants m'ont appelé en me disant que c'était le bal des pompiers ce soir-là. S'ils pouvaient prendre Priscilla et aller au bal des pompiers avec Priscilla. Je leur ai dit qu'il n'y avait pas de souci, tout ça, et que de faire très attention à Priscilla. On était contents, on était heureux. On allait passer un moment en famille à la fête du village. Tout le monde attend avec impatience ces fêtes-là. Le bal des pompiers, c'est la première festivité du village l'été. Il n'y a pas que les gens du village qui vont au bal des pompiers d'Estagel, il y a également les touristes qui sont là. Donc c'est une fête qui réunit l'ensemble des habitants du village, les jeunes comme les moins jeunes. Il est environ 22 heures lorsque Priscilla et ses frères et sœurs se rendent au bal des pompiers, dans le centre d'Estagel. Il y a des manèges et des familles partout. Les enfants jouent dans les ruelles du village qui sont très animées. La fête bat son plein, on s'amuse, on rigole. Priscilla, elle danse avec nous, elle danse avec ses amis. On lui demande chaque fois tous les 15 minutes de venir nous voir, nous dire que tout va bien et tout ça. Nous, on jette un œil pour voir si on la voit au loin, ça. Avant la fin du bal, elle vient me voir une demi-heure avant pour me dire que tout va bien et tout ça. Après, elle retourne avec ses copains et copines qui étaient à côté. Et pour moi, j'étais en train de danser. Il est un peu plus de minuit en ce dimanche soir de juillet. Dani González ne le sait pas encore, mais dans quelques minutes, c'est toute son existence et celle de sa famille qui vont basculer dans l'horreur. Quand le bal s'est terminé, elle n'était plus là. Elle n'était plus sur la place du village, on n'était plus sur la zone du bal. Immédiatement, son grand frère commence à la chercher. Voilà quelques minutes, elle était encore là parmi la foule venue à la fête. Alors, où est-elle passée ? On cherche aux alentours du bal si on la voit pas. On rentre à la maison pour voir si elle était rentrée ou pas au cas où. Et c'est là qu'on voit qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas à la maison, on ne sait plus où elle est. Et là, l'inquiétude commence à monter, comme elle peut monter pour n'importe quelle personne, mais encore plus pour Priscilla,
que l'on sait fragile. Pour ses proches, il y a forcément une explication. Serait-elle passée chez quelqu'un en rentrant? Pour Sophie, la maman de Priscilla, c'est le choc. Tout son monde s'écroule. Alors, elle prend immédiatement la route en direction d'Estagel. Lorsqu'elle arrive enfin chez elle, la gendarmerie locale est déjà là. Je leur explique que Priscilla est handicapée. Du coup, ils se mettent à chercher eux aussi. Ils cherchent dans le village. Ils commencent à interroger des gens, notamment le bal des pompiers qui se termine en demandant si quelqu'un l'aurait aperçu. Personne n'est capable à ce moment-là de dire où elle a pu aller et dans quelle direction elle a pu partir. Priscilla s'est littéralement volatilisée. Pour sa famille et surtout pour sa mère, Sophie, c'est une nuit interminable. Et il y a un scénario qu'ils redoutent tous, l'enlèvement. Elle est très vulnérable, c'est que vous pouvez lui dire viens à la maison, j'ai ça pour toi, et elle va venir. Elle se méfie pas du tout. Elle est très innocente, donc c'est pour ça qu'on était inquiets, très inquiets. J'avais du mal à y croire. Pour moi, je disais non, elle va rentrer. Elle va rentrer et ça va s'arrêter. Estagel, lundi 8 juillet 2019. Le jour vient de se lever sur les Pyrénées-Orientales et toujours aucune trace de Priscilla. Ce dimanche matin, Bruno Soquet ne l'a pas oublié. Ce gendarme très expérimenté travaille au sein de la section de recherche de Montpellier. Et c'est lui qui est désigné chef d'enquête. L'affaire n'est pas du tout anodine. Pourquoi? Parce que cette disparition est particulièrement inquiétante. Pourquoi? Parce que la victime, c'est une toute jeune majeure de 18 ans. Bruno Soquet, major de gendarmerie et directeur d'enquête. Mais elle souffre d'un retard neurologique. Donc on a une personne qui est hors norme. Donc on met des moyens hors norme. Une fois sur les lieux, le major Bruno Soquet et ses hommes découvrent que l'ambiance est très lourde dans le village. Les habitants ne parlent plus que de la disparition de l'adolescente. Forcément, là, tout le monde s'inquiète parce que finalement, c'est pas perdu. Thierry Laporte, adjudant-chef de gendarmerie à la SR de Montpellier. Elle s'est pas égarée, peut-être qu'il lui arrivait quelque chose de plus grave, donc c'est l'angoisse dans le village. Très rapidement, et c'est l'une des caractéristiques de ces petits villages, c'est que tout le monde se sent solidaire et tout le monde cherche Priscilla. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles. Il faut retrouver Priscilla, ça devient maintenant une urgence absolue. En l'espace de quelques heures, la petite localité catalane n'offre plus du tout le même visage que la veille au soir. Tout le monde est inquiet, ça prend une ampleur pas possible. Ça vient noircir totalement le bal des pompiers, le côté festif du village. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant. De suite, on passe de la fête à l'enfer, en fait, puisqu'une gamine a disparu au bal des pompiers. Tout le monde cherche, tout le monde aide à chercher, mais on ne trouve pas Priscilla. Tandis que les recherches reprennent de plus belle dans le village, c'est à 9h55 précisément que tout s'accélère. Comme chaque semaine, un habitant d'Estagel se rend au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son épouse. Mais alors qu'il avance dans une des allées, à quelques mètres de l'entrée, il marque un temps d'arrêt. Il découvre une scène d'horreur, une scène dantesque, une scène inimaginable d'une jeune fille égorgée, à semi-dévêtue. Cet homme est effrayé, totalement effrayé. Il ne s'attendait surtout pas à trouver ça dans ce cimetière. Et il prévient les gendarmerie immédiatement. En disant vite, vite, venez, j'ai découvert le corps d'une jeune fille entre les tombes du cimetière. Les gendarmes alertés se rendent immédiatement au cimetière. On est quand même dans un lieu atypique, on est dans un cimetière. C'était la première fois que je faisais un homicide au sein même d'un cimetière. En l'espace de quelques minutes, les enquêteurs gèlent l'ensemble du périmètre et ils commencent l'examen de la scène de crime.
Le corps de la victime est allongé à l'abri des regards derrière une pierre tombale. La victime baigne dans son sang. Elle présente des plaies au niveau du cou. Il y en a 6 au total, 4 qui sont tranchantes et 2 qui sont perforantes. Elle est dénudée sur sa partie basse. Elle a une brassière qui est relevée mais qu'elle porte toujours. Le pantalon donc est manquant, ses chaussures sont manquantes. Donc on se pose la question si c'est pas l'objet d'un pervers sexuel, forcément. On est sur une jeune fille qui est morte dans des conditions d'une violence extrême, dans un cimetière. Si ce n'était pas la réalité, ça pourrait faire l'objet d'un scénario de film d'horreur. Ce meurtre est d'une sauvagerie inouïe. La gendarmerie redouble d'efforts et poursuit son ratissage entre les tombes à la recherche du moindre indice. On va découvrir à une vingtaine de mètres du corps, dissimulé dans une haie, on va découvrir le pantalon et les chaussures. Une découverte capitale, car ces vêtements correspondent à ceux décrits par la famille de Priscilla au moment de sa disparition. Dès lors, il n'y a plus le moindre doute. C'est bien l'adolescente qui a été sauvagement tuée. On l'a cherché partout, mais sauf dans le cimetière, qui est en fait à 2 pas de chez elle. Parce que personne n'a pensé à aller chercher dans le cimetière. Donc forcément, on se pose la question si le lieu a été choisi, est-ce que c'est une mise en scène? On se pose la question si ça n'a pas une importance pour l'auteur. Alors que les questions se bousculent du côté des enquêteurs, le plus terrible reste à venir. Annoncer la nouvelle à Sophie, sa maman, ainsi qu'à tous ses frères et sœurs. J'ai 2 gendarmes qui arrivent à la maison, qui me disent « Madame Gonzalez, est-ce qu'on peut vous parler en particulier ?» Sophie Gonzalez, mère de Priscilla. Je les voyais me regarder un peu attristés et je leur dis vous avez retrouvé ma fille? Il me dit une fille comme ça et au moment où je lui dis vous m'annoncez pas une mauvaise nouvelle au moins. Je me rappellerai comme si c'était hier et il me dit si Priscilla, on a retrouvé Priscilla, elle est décédée, on l'a retrouvée dans le cimetière. Donc du coup là je m'écroule. Je crois même que j'ai même pleuré dans les bras du gendarme. Et là, ça a été affreux. Danny Gonzalez, frère de Priscilla. Avoir ma famille comme ça, c'était dur. Tout le monde pleure, tout le monde, on est perdu. On est complètement anéanti, perdu et on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Un crime épouvantable, une famille totalement dévastée. L'annonce de la mort de Priscilla, l'enfant du village, se répand partout comme une traînée de poudre. On a pris un choc. Moi, personnellement, j'étais très, très, très chagrinée. Isabelle Aguaviva, amie de la famille Gonzalez. J'essayais de consoler ma copine. J'ai consolé ses enfants. Enfin, c'était horrible, horrible. Vous avez la maman dans la tristesse, les enfants qui pleurent, ils n'arrêtent pas de pleurer. Rosette Arassa, amie de la famille Gonzalez. J'étais très triste. Les gens le disaient, on a perdu un rayon de soleil. On est dans un petit village, tout est beau, tout est radieux, c'est la lumière de l'été, l'innocence de l'été, et arrive, comme dans un beau ciel d'été, un orage terrifiant. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'horreur, une jeune fille égorgée, un cimetière, qui a fait ça? En ce début d'été 2019, baigné de soleil, la sidération est totale au sein de la population. Le jour même, l'affaire fait déjà la une de l'actualité. La stupeur dans un village des Pyrénées-Orientales. À Estagel, près de Perpignan, un visiteur qui venait se recueillir sur une tombe ce matin a découvert dans le cimetière de la commune le corps d'une jeune fille de 18 ans. Priscilla, tuée de plusieurs coups de couteau, avait disparu en fin de soirée après le bal des pompiers.
À l'heure où radio et télévision se ruent vers le village, les enquêteurs, eux, n'ont pas quitté le cimetière. Autour de la scène de crime, ils passent chaque centimètre carré au peigne fin, et cela finit par payer. Les techniciens d'investigation criminelle constatent à peine 3 mètres du corps la présence de 2 mégots de cigarettes. On voit qu'ils sont récents, donc c'est pas des mégots qui sont là depuis longtemps. Donc on se dit que peut-être la victime ou l'auteur, un des deux, a fumé dans le cimetière. Ces 2 mégots sont aussitôt transmis au laboratoire. Et ce n'est pas tout. Un peu plus loin, les techniciens tombent sur un autre indice qui pourrait s'avérer crucial, un étui de préservatif. Alors, cet étui de préservatif, déjà, il est susceptible de renfermer un profil génétique, puisqu'il a été, pour être déchiré, il a été manipulé. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, dessus, on a une marque et on a un lot de fabrication. Et c'est un élément important qu'on va pouvoir travailler dans l'enquête pour pouvoir remonter la distribution de ces préservatifs. En élargissant les fouilles aux abords du cimetière, les gendarmes font une nouvelle découverte. Dans la rue qui longe le cimetière et qui ramène vers le centre-ville, dans le caniveau, on va trouver un préservatif. Il contient un liquide à l'intérieur blanchâtre qu'on va supposer être du sperme. Bien évidemment, c'est une aubaine. Mais surtout, ce qui est intéressant sur ce préservatif, c'est qu'il y a des taches rougeâtres qui s'apparentent à du sang. Donc on se dit qu'à ce moment-là, l'auteur a dû perdre ce préservatif. Ces vêtements éparpillés, ces mégots de cigarettes abandonnés sur la scène de crime, et surtout, ce préservatif usagé, tout près du corps de la jeune fille, voilà qui permet aux enquêteurs de dresser un premier profil du ou des meurtriers. Qui a provoqué un arrêt cardiaque. Et elle a subi une tentative de viol, peut-être, parce qu'il y a des traces de sperme qui sont retrouvées sur son corps, même si elle est toujours vierge et que son agresseur ne l'a pas violée. Avec ces résultats, se dessine un profil de quelqu'un de ne pas avoir su protéger mon enfant. Surtout que ce soir-là, j'étais pas là. À la gendarmerie, la pression est à son maximum. Il faut trouver coûte que coûte le meurtrier de Priscilla. Mais les recherches s'annoncent difficiles, car des dizaines de personnes étrangères au village étaient ce soir-là au bal des pompiers. Nous sommes dans un département qui attire beaucoup de touristes. Bruno Sauquet, major de gendarmerie et directeur d'enquête. Et donc ça va m'amener du monde des 4 coins de la France, voire même de l'étranger. Ça peut être un touriste venu d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne. L'inquiétude des enquêteurs est que ce soit quelqu'un de passage qui est le soir même disparu. Et là, effectivement, retrouver un individu de passage qui a disparu, l'enquête était très très mal partie. Identifier le tueur du cimetière, c'est presque mission impossible pour les gendarmes. Alors, dans le village, forcément, la psychose s'installe. Et les gens du village, comme dans tous les petits villages, ça papote, ça papote. On dit c'est un tel, puis on dit c'est un autre tel. T'es là, tu sors, tu marches dans le village, et tu te dis c'est peut-être lui. Ce peut être mon voisin, ce peut être mon ami, ce peut être mon mari, ce peut être mon frère. Tout le monde est devenu suspect. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, je dis moi. Dans les rues des Stagelles, une chose est certaine, l'atmosphère est de plus en plus irrespirable. Le village était dans une ambiance très froide. On avait peur pour toutes les jeunes femmes qui étaient au village. Tant que l'auteur ne va pas être interpellé, Pierre Alfort, avocat de la défense. il va y avoir véritablement une panique dans ce village. C'était vraiment l'enfer. Les parents, on était presque confinés chez nous. On bloquait les enfants pour pas qu'ils sortent dehors, tellement on avait peur de pas savoir qui c'était. Il y avait un tueur, on ne savait pas où il était. Il aurait pu revenir.
3 jours après le meurtre de Priscilla, les gendarmes n'ont pas la moindre piste. Eux aussi sont inquiets. Et si le cauchemar recommençait? Et si le meurtrier de Priscilla venait à frapper à nouveau? On sait qu'un prédateur, il a goûté, on va dire, à ce crime-là. Thierry Laporte, adjudant-chef de gendarmerie à la SR de Montpellier. Donc à tout moment, on n'est pas à l'abri qui recommence. Donc on a cette pression de vite le retrouver pour le mettre hors d'état de nuire, pour éviter qu'il y ait d'autres victimes dans ce village-là ou aux alentours de ce village. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. À la une de l'actualité, le recueillement après le drame à Estagel dans les Pyrénées-Orientales. Ils étaient 150 ce matin à rendre hommage à Priscilla. Ce matin à Estagel, toutes les villes, tous les villages de France. Une semaine s'est écoulée depuis le meurtre. Alors qu'ils se rassemblent, les villageois l'ignorent, mais des gendarmes en civil sont là, incognito, attentifs à tout comportement qui pourrait être suspect. Sans aucun résultat. Par conséquent, ils misent tout désormais sur les expertises ADN, celles pratiquées sur le corps de Priscilla, et sur leurs indices, dont le fameux préservatif. L'ADN qui est retrouvé sur son corps révèle un profil ADN identique à celui du préservatif retrouvé dans la rue. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant. Identique à celui de l'emballage du préservatif retrouvé à côté de la tombe. Pour l'instant, on ne peut pas y mettre un nom dessus, mais on sait que quand on aura l'auteur, on aura cette preuve irréfutable et incontestable. Cet ADN masculin appartient donc forcément à celui qui s'en est pris à Priscilla. Et il est soumis au FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Chez les gendarmes, comme dans la famille, tout le monde retient son souffle. On s'est dit, peut-être que ça va matcher dans leur registre et Dani Gonzalez, frère de Priscilla. Et qu'on va pouvoir enfin le trouver. Et là, c'est l'affaire d'une heure à peine. Retour à la case départ. Une seule alternative s'offre maintenant aux enquêteurs et la tâche est immense. Prélever l'ADN de tous les hommes qui ont participé à cette soirée du 7 juillet. Le tueur pourrait se trouver parmi eux. Donc on va recenser les habitants du village, mais aussi s'appuyer sur les téléphones qui ont déclenché dans la zone pour pouvoir retrouver les gens qui étaient venus en vacances ou simplement participer à ce bal des pompiers. Et c'est un travail colossal. Colossal. Ils ont vraiment mis toutes les chances de leur côté pour retrouver ce monsieur. Et les gendarmes ont fait un travail extraordinaire. J'étais vraiment content de leur travail. Sophie Gonzalez, mère de Priscilla. Ils ont foncé, ils ont cherché, ils ont jusqu'à demander l'ADN de pratiquement tout un village. C'est énormément de travail. Des dizaines et des dizaines de prélèvements ADN sont ainsi effectués. Une opération de très grande ampleur, alors que la population du village, elle, commence à s'impatienter. C'est vrai que on attendait. C'était infini en fait. Isabelle Aguaviva, amie de la famille Gonzalez. On ne savait pas ce que l'ADN allait nous dire. Voilà, on était dans le flou complet. J'attendais qu'on puisse avoir une justice et que ma sœur puisse reposer en paix. Malheureusement, cette première vague de prélèvements ADN ne donne rien. En désespoir de cause, les gendarmes de la section de recherche tentent le tout pour le tout. 1 mois après le crime, ils lancent un appel à témoins national. Bonjour, bienvenue à tous. À la une ce dimanche, appel à témoins après le meurtre de Priscilla, cette jeune fille handicapée retrouvée morte le 7 juillet dernier dans le cimetière d'Estagel, près de Perpignan. L'ADN d'un homme a été identifié, mais l'enquête piétine. Une centaine de personnes ont été entendues par les enquêteurs, mais aucune garde à vue,
aucune interpellation. Qui a fait ça? Qui et qui ça peut être n'importe qui. C'est vrai que ça laisse un doute dans le village, ça laisse planer un doute et les gens sont quand même... On a toujours une pensée pour cette gamine. On aimerait bien que ça se termine pour les habitants et pour la petite surtout. 1 mois après sa mort, devant son domicile, la mère de la jeune fille entretient les fleurs déposées en la mémoire de son enfant. Très touchée, elle accepte de nous livrer son témoignage. J'ai pas de nouvelles, rien. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère qu'on attrapera la personne qui a fait ça. Faut vraiment pas que ça recommence. Alors que la psychose ne faiblit pas, les gendarmes ne lâchent rien. En parallèle de leurs investigations, ils sollicitent leurs collègues du département des sciences du comportement, les fameux profilers. En examinant tous les éléments de l'enquête, dont les photos de la scène de crime, ces experts ont pour mission de cerner la personnalité du tueur. Et rapidement, ils livrent leurs premières hypothèses. Le profiler donne un portrait robot psychologique du suspect, qui pourrait être quelqu'un de jeune, qui connaît les lieux, quelqu'un qui connaîtrait comment accéder dans ce cimetière. Probablement quelqu'un qui connaissait la victime, quelqu'un qui était en échec dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Quelqu'un qui est en marge de la société, qui vit plus ou moins reclus. Un homme jeune, peu inséré socialement et qui habiterait Estagel. Pour les gendarmes, voilà qui réduit considérablement la liste des suspects. L'enquête connaît une autre avancée majeure. Le numéro de série de l'étui de préservatif découvert dans le cimetière d'Estagel. Il proviendrait en fait d'un lot distribué par les Restos du Cœur. Donc on va travailler sur les Restos du Cœur qui sont proches de cette commune et on va remonter tous les gens qui fréquentent cet endroit-là. Ils ont énormément de noms, mais ça va leur permettre quand même de recouper avec le profil qui avait été donné par le profiler. On sait qu'on cherche un profil particulier, puisqu'on cherche un jeune qui est un peu marginal, qui connaît le cimetière, qui fréquente les Restos du Cœur. L'étau se resserre inexorablement sur le meurtrier de Priscilla. Car à la mi-août 2019, il ne reste plus qu'une vingtaine d'habitants d'Estagel pouvant correspondre, mais dont l'ADN n'a pas encore été prélevé. C'est là qu'un témoignage inespéré parvient aux enquêteurs. Celui d'une habitante du village très intriguée par le comportement de son jeune voisin. Depuis les faits, à plusieurs reprises, elle a vu cet individu se promener à proximité du cimetière. Bruno Sauquet, major de gendarmerie et directeur d'enquête. Sur le chemin sur lequel nous avons trouvé le préservatif. Et la voisine va même préciser qu'elle va au cimetière pour ramasser des mégots usagés et qu'ils utilisent ces mégots usagés pour pouvoir fumer. Donc forcément, on a un voyant rouge qui s'allume. Les gendarmes n'en reviennent pas. Eux qui ont justement découvert 2 mégots près du corps de Priscilla. À partir de là, l'enquête connaît un brusque coup d'accélérateur. Le jeune en question s'appelle Damien Bessel et il vient d'avoir 18 ans. Sans profession, il habite avec sa mère et son frère sur les hauteurs d'Estagel. Et surtout, les gendarmes découvrent que lui et sa famille sont bénéficiaires des Restos du Cœur. Ça commence à bien correspondre au profil recherché par les enquêteurs. Et il y a travaillé au cimetière, il y a fait un stage. Donc il connaît les accès au cimetière, il sait comment y rentrer la nuit. Donc là, double voyant rouge qui s'allume. 1 mois et demi après le crime du cimetière, toutes les investigations se concentrent désormais sur Damien Bessel, un jeune de la commune qui pourtant n'a jamais fait parler de lui.
Damien, c'est un garçon qui est décrit comme discret, timide, quelqu'un qui est asocial. On ne lui a trouvé aucun relationnel amical, encore moins amoureux. Il sort très très peu. Il reste dans sa chambre. C'est un jeune homme étrange, qui est vraiment enfermé dans une bulle. Damien Bessel va passer son enfance. Pierre Alfort, avocat de la défense. Hormis l'école, à rester dans sa chambre et à jouer aux jeux vidéo. Mais à la fois, il est décrit comme quelqu'un de très gentil. Damien Bessel a tout sauf le profil d'un tueur sanguinaire. Mais cela n'empêche pas les gendarmes de le convoquer le 20 août 2019 pour prélever son ADN, ce qu'ils n'avaient pas pu faire avant, car il était en vacances à des centaines de kilomètres d'Estagel. Lorsqu'il arrive dans leurs locaux, les enquêteurs sont quelque peu surpris. Les voilà face à un lycéen déscolarisé qui paraît à peine sorti de l'adolescence. Mais son attitude va confirmer leur intuition. Ils sont sur la bonne piste. Il va se montrer réticent. Ça va être la seule personne qui va être réticente. Thierry Laporte, adjudant-chef de gendarmerie à la SR de Montpellier. Pour son prélèvement ADN. Ils en ont effectué des centaines, c'est le seul qui a eu ce comportement-là. Il va dire oui, en fait, il faut que je demande, il a voulu avoir l'avis de sa mère. Et on lui a expliqué que maintenant il était majeur en fait depuis peu et que sa mère n'avait absolument pas à intervenir là-dedans. Les enquêteurs ne laissent rien transparaître, mais ils sont en alerte. Alors ils insistent, et finalement, Damien accepte de donner son ADN. Mais au moment du prélèvement, il lâche un drôle de commentaire. Il va nous dire, de toute façon, j'ai déjà vu à la télé que l'ADN de quelqu'un, on pouvait le mettre sur une scène de crime sans qu'il y soit allé. Et là, c'est le moment où ça va vraiment forger leur conviction. Les gendarmes attendent le résultat du laboratoire. Son ADN va-t-il matcher avec le profil génétique découvert dans le préservatif près du cimetière ? Et là, on s'aperçoit qu'il s'agit de Damien Bessel. C'est une joie interne intense et on se dit, ça y est, le travail a payé, le travail est accompli, mais il ne reste plus qu'à le terminer. Et de suite, on passe en phase opérationnelle et on se dit, on interpelle de suite. Nous sommes le 1er octobre 2019. Presque 3 mois se sont écoulés depuis la mort de Priscilla lorsque les gendarmes procèdent à l'arrestation de Damien Bessel. Face à lui, l'adjudant-chef Thierry Laporte, un spécialiste des interrogatoires en garde à vue. On sent qu'on a affaire à un gamin qu'il va falloir lui montrer qu'il a fait une grosse bêtise sans le juger pour qu'il puisse se lâcher et se confier à nous et qu'on va essayer de le comprendre pour le mettre en confiance. Dans un premier temps, les gendarmes y vont en douceur. Mais une fois Damien mis en confiance, il lui révèle que son ADN a matché avec celui prélevé sur la scène de crime. Le jeune homme se retrouve vite dos au mur et tente de se justifier. Donc il nous amène une version qui, au cas où on ait son ADN, qui peut coller avec certains éléments d'enquête. Il a dit qu'il est allé au cimetière, qu'il a vu le corps de la victime, qu'il a vu qu'elle était blessée, mais qu'il n'a pas alerté les secours parce qu'il a eu peur qu'on l'accuse d'être l'auteur de l'agression. Mais il nie l'évidence parce que, alors ça fait partie de sa personnalité aussi, il est d'une immaturité totale, à 18 ans et quelques jours. Il dit c'est pas moi, j'ai rien fait. Impossible sur le moment d'en tirer l'avantage. Mais à sa deuxième audition, la pression des enquêteurs se fait beaucoup plus intense. Alors, le jeune suspect craque. Il raconte que ce soir-là, après le bal, il va ramasser au cimetière les mégots consumés pour en récupérer le tabac qui peut rester à l'intérieur et se rouler ses propres cigarettes. Damien Bessel
explique que c'est complètement par hasard qu'il tombe sur Priscilla. Une jeune fille du village, du même âge que lui, et qu'il connaissait de vue. Quand il prend la rue pour aller au cimetière, eh bien, arrive Priscilla devant lui. Et il dit, je la suis, elle marche devant moi. Et là, tout va basculer. Il va rentrer dans une pulsion meurtrière. Il a une expression qui est terrifiante, puisqu'il va dire qu'il avait le goût du sang, il avait envie de tuer, et surtout il s'est dit, elle est pour moi. C'est sa proie, c'est son moment. Il disjoncte, il a une pulsion extrêmement morbide, qui va consister à commettre son forfait au cimetière. Devant les gendarmes, Damien poursuit son récit. Tandis que la fête du village bat son plein, il entraîne Priscilla dans la rue qui longe le cimetière, une rue totalement déserte. Il va nous expliquer qu'il l'attrape avec sa main gauche par les cheveux, qu'il lui met la main droite sur la bouche pour pas qu'elle crie et qu'il la traîne jusque dans le cimetière. Quand il va être dans le cimetière, il va serrer le cou jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Et là, il va décrire des actes de nature sexuelle. Pour Priscilla, le cauchemar ne fait que commencer. Damien reconnaît avoir voulu abuser d'elle inconsciente, avec un préservatif, mais sans y parvenir. Jusqu'au moment où sa victime aurait retrouvé ses esprits. Il explique qu'après, il a vu un couteau sur le rebord de l'évier où les gens prennent de l'eau pour arroser les fleurs sur les tombes. Il a pris ce couteau et il reconnaît avoir porté un coup de couteau au niveau du cou sur la victime. Il se rappelle bien qu'il enfonce cette lame puisqu'il dit qu'il voit du sang gicler, donc il n'hésite pas à parler de sang. On a l'impression qu'il ne réalise pas l'atrocité de cet acte qu'il a commis. Cette jeune fille innocente, sacrifiée entre deux pierres tombales, même les enquêteurs en ont la nausée. Suite à ses aveux, Damien Bessel est mis en examen pour meurtre et tentative de viol. Il est incarcéré. Quand les proches de Priscilla découvrent l'identité du tueur, c'est une véritable déflagration. Ça a été un coup de massue parce que cet homme-là, en fait, sa mère et lui venaient nous dire bonjour. Dani González, frère de Priscilla. Il nous faisait la bise et il nous demandait alors l'enquête, comment elle avance. Le jour de la marche blanche, il était présent. Il était pratiquement devant aussi. Et il a fait l'innocent. Isabelle Aguaviva, amie de la famille González. Comment on peut avancer dans une marche blanche, sachant que tu as tué? Tu lui as fait du mal à la petite, à Priscilla. Pourquoi? Pour pas qu'on t'accuse? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai pas compris. Alors quand on a appris que c'était lui, une haine nous s'est montée terrible. L'onde de choc est telle que les chaînes de télévision sont de retour à Estagel. Alors qu'elle vient d'apprendre la nouvelle, Sophie González tient à remercier les enquêteurs. Mais l'émotion vient tout submerger. Mais, vous savez, ça ne ramènera pas ma fille. Aujourd'hui, son silence, je la vois pas. Elle descend pas l'escalier, elle vient pas déjeuner. Je m'en remettrai jamais. Lorsque les habitants d'Estagel apprennent que le tueur du cimetière était bien l'un d'eux, c'est la stupéfaction. Et là, pour eux, c'est absolument, mais presque incroyable. Laure Moisset,
journaliste à l'Indépendant. C'est vraiment un choc pour les gens. C'est quelqu'un de chez nous, quoi. Je pense que les gens se sont dit, mais ce gars, je lui ai parlé il y a 3 jours, je lui ai parlé la veille des faits, on a bu un café, il m'a acheté un paquet de cigarettes. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles. Il est gentil, le petit Damien. Moi, j'aurais jamais pensé que c'était quelqu'un du village. Rosette Arassa, amie de la famille González. Vous dites, c'est un enfant, c'est un gosse. Et c'est l'enfant du village, Damien, qui a tué l'autre enfant du village, Priscilla. Et là, il y a une rencontre terrible qui restera à jamais dans la mémoire de ce village. Pourquoi un garçon si jeune, sans casier judiciaire, réputé tranquille et discret, s'est-il livré à ces atrocités? Pour le comprendre, le juge d'instruction fait appel à Alain Pénin. Expert psychologue réputé auprès des tribunaux, c'est lui qui est désigné pour examiner Damien Bessel en détention. C'est un garçon qui est plutôt introverti, qui n'a pas une bonne image de lui-même. Il n'est pas fier de son image. Il est un peu gros. Il ne se trouve pas très beau. Alain Pénin, expert psychologue agréé auprès des tribunaux. Lorsqu'il va parler des premiers moments de sa vie, lorsqu'il va parler de relations avec sa mère, il va indiquer à quel point c'est épouvantable pour lui. Car sa mère n'aurait, selon lui, jamais vraiment accompli son devoir maternel. Bien au contraire, comme le souligne Pierre Alfort, l'avocat de Damien. Cette mère, elle l'a pas éduqué, elle l'a fracassé. C'est un gamin qui a été confronté toute son enfance à la violence. Sa vie n'est que violence. Violence physique, violence morale. Pierre Alfort, avocat de la défense. Une violence qui va se retourner également contre lui, puisqu'il va faire plusieurs tentatives de suicide. Une enfance chaotique, un père totalement absent et une solitude de chaque instant. Ainsi s'est construit Damien Bessel jusqu'à se retrouver déscolarisé dès son adolescence. Avec comme seul refuge une réalité parallèle faite de jeux vidéo ultra-violents et de pornographie extrême. À 18 ans et quelques jours, on peut considérer que le tableau on ne peut plus noir. Damien Bessel, c'est pas un dégénéré, c'est un mal généré. Il a été mal généré par sa mère. À Estagel, certains habitants pointent également du doigt la mère de Damien. Ils estiment qu'elle a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé, à tel point qu'elle se voit même obligée de déménager. Je paye pour quelque chose que je n'ai pas fait. Même si, de ce que j'ai entendu, des gens qui ont dit ici, c'est son fils, elle a engendré un monstre, il est normal qu'elle paye. Excusez-moi, non, j'ai pas à payer pour une connerie si c'est mon fils qui l'a fait. À la gendarmerie, les investigations continuent et les enquêteurs font une nouvelle découverte en fouillant l'ordinateur de Damien. Le garçon semble extrêmement torturé. On va se rendre compte qu'il est dans la pornographie depuis petit apparemment, donc... Thierry Laporte, adjudant-chef de gendarmerie à la SR de Montpellier. Et qu'il s'intéresse notamment à des vidéos porno nécrophiles. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Nécrophile, qu'est-ce que c'est? Je regarde sur Internet, je me dis mais c'est pas possible. C'est quoi ça? D'où ça sort? Une vidéo nécrophile est une vidéo qui met en scène des actes sexuels avec des personnes décédées, avec des cadavres. Des images insoutenables dont Damien Bessel se délectait. Évidemment, chez les gendarmes, tout cela fait écho aux circonstances terribles, en plein cimetière, du meurtre de Priscilla. On a du mal à imaginer qu'à 18 ans, on puisse cumuler autant d'horreur dans un esprit humain. Un avocat célèbre avait dit à l'accusé « Vous avez donné des leçons à l'enfer ». Monsieur Bessel, en l'occurrence, en a donné quelques-unes. Ça pose question sur qui il est, mais fondamentalement sur qui il deviendra. Parce qu'il n'a que 18 ans, ce garçon. Malgré son jeune âge, Damien Bessel encourt une lourde condamnation
lors de son procès à venir. L'enjeu est considérable. Il y avait un enjeu très important, c'était ou perpétuité ou 30 ans. Bon. C'est un enjeu, quand on a 18 ans, qui est capital. J'ai un gamin qui a commis des faits terribles et je souhaite l'assister, le soutenir, au vrai sens du terme. Ne pas lui infliger cette peine perpétuelle qui est réservée au plus grand tueur en série français. Tribunal de Perpignan, 31 octobre 2022. Plus de 3 ans après les faits, Damien doit répondre de meurtre et d'agression sexuelle sur la personne de Priscilla González. Étant donné l'impact de cette affaire dans la région, le public est venu nombreux. Tout le monde se presse dans la salle pour découvrir le vrai visage du tueur du cimetière. C'est vraiment surprenant la distorsion qu'il y a entre les faits qui lui sont reprochés et qui il est. C'est un jeune homme qui semble étudiant, a des petites lunettes, propre sur lui, très très poli. Un enfant, quoi, c'était un adolescent. Mais ça aurait pu être même mon fils, le box. Face à l'horreur absolue de son crime, Damien reste de marbre et n'exprime aucun véritable remords. Son avocat sait que la partie n'est pas gagnée, mais il tente l'impossible. Avant d'être le criminel, Damien Bessel, c'est un enfant qui a souffert. Sa vie a été pourrie, et puis il a réussi à pourrir la sienne. C'est un drame absolu. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enfance de Damien Bessel, j'aurais pas aimé la vivre. Hein. Ces arguments avancés par la défense vont d'ailleurs provoquer un effet très inattendu, car même Sophie, la propre mère de la victime, s'en est émue. Il n'avait pas eu trop de chance dans sa jeunesse. Sophie González, mère de Priscilla. Ça m'avait même un peu bouleversé, attristé, malgré que c'était le meurtrier de ma fille. J'ai le souvenir de la maman de Priscilla, qui est une femme exceptionnelle. Moi, en tant que père, je ne sais pas si je pourrais avoir la même attitude qu'a eu cette mère durant le procès, une dignité digne. Voilà. C'est terrible, hein. Moi je suis avocat de la défense, mais on est quand même touché, quoi. Mais la pitié éprouvée par Sophie est vite balayée par le récit du supplice infligé à sa fille. Pour moi, il avait fait du mal à mon bébé. Et ça, je lui ai dit que ce qu'il avait fait était horrible, qu'il m'avait enlevé... qu'il m'avait arraché une partie de mes entrailles. Priscilla, c'était le petit noyau. La famille, c'était celle qu'on protégeait, celle que... Voilà. Au deuxième jour d'audience, alors que le jury est tiraillé entre sentiments d'horreur et compassion, le procès bascule. L'accusé se lève et demande à prendre la parole. Damien dit dans le box des accusés que si il ne l'enferme pas, il recommencera. Elle a dit « Heureusement que vous m'avez arrêté, parce que je ne me serais pas arrêté là. » Et ça, il a bien dit. Oh, tout le monde l'a entendu dans la salle. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et donc on se dit que si on ne l'avait pas arrêté, effectivement, est-ce qu'il ne deviendrait pas un tueur en série? Parce qu'il le dit lui-même, il le reconnaît. Je pourrais tuer d'autres personnes. Et puis des femmes, des hommes, peu importe. Pour les jurés, voilà qui a le mérite d'être clair. De son propre aveu, c'est donc un criminel en série en puissance qu'ils ont face à eux. Un cas unique pour un accusé de cet âge. Ce qui est surprenant chez ce jeune garçon, c'est qu'il dit que le meilleur endroit où il peut être, c'est la prison. Il a demandé presque comme un service qu'on l'enferme. Lorsqu'il a dit « gardez-moi en prison », ça signifiait par là « je souffre de qui je suis, ne me sortez plus ». J'aimerais pas un jour allumer mon poste de télévision et me dire que Damien Bessel est sorti et a récidivé. Voilà. Devant ce risque extrême de récidive, l'avocat général réclame le maximum, la réclusion criminelle à perpétuité. Seul l'expert psychologue entrevoit une petite lueur d'espoir.
ne peut pas dire qu'un post-adolescent soit irrécupérable. C'est impossible de penser qu'un gamin, comme ça, ne soit pas susceptible d'évoluer, et d'évoluer favorablement. Mais il faut qu'il utilise la détention pour réfléchir sur lui-même. Et ça va se faire s'il le fait à travers un accompagnement psychologique et aussi un accompagnement éducatif. Après 3 jours d'audience, le couperet tombe. Damien Bessel est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de sûreté pour meurtre et tentative de viol sur personnes vulnérables. Il ne fait pas appel. Même si plusieurs années ont passé depuis la mort de Priscilla, le petit village d'Estagel reste meurtri par cette tragédie. Presque chaque jour, Sophie, la maman de Priscilla, se rend au cimetière pour se recueillir sur sa tombe. Une sépulture située à moins de 5 mètres des lieux du crime. Elle est enterrée dans le cimetière où elle est morte. Il faut imaginer l'horreur que doit vivre cette femme. Gérald Brivet-Gallo, avocat des parties civiles. À chaque fois qu'elle rend visite et qu'elle va fleurir la tombe de sa fille, elle se retrouve à l'endroit même où elle est morte. Je me rends souvent au cimetière, donc oui, c'est très difficile. J'ai vu des moments où j'arriverais pas à me relever, et je me suis battu pour eux, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que j'ai 3 petits-enfants aussi. Et voilà, mais je suis fier de mes enfants, j'avais fier de mes petits-enfants, c'est ce qui m'a permis de rester debout, malgré tout ce qui s'est passé. Sophie Gonzalez est à jamais anéantie par la disparition brutale de sa fille. Mais, entourée des siens, elle a trouvé la force et le courage de continuer à vivre. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.